On va parler de santé et d'une révolution dans la médecine actuelle, dans la santé. Et j'ai eu le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Christian Drapeau. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes chercheur et vous allez nous parler de cellules souches. C'est ça. Alors, il paraît que c'est une révolution. Je vous ai même entendu dire dans un sujet que c'est une explosion dans le domaine de la médecine. C'est une explosion dans le domaine de la médecine. Si on regarde, par exemple, si on va sur, par exemple, les banques de données des Instituts nationaux de la santé aux États-Unis et qu'on fait simplement une recherche avec le mot cellule souche, on va voir comme ça, depuis environ les 5 dernières années, près de 100 000 publications qui sont sorties. C'est un domaine, probablement, de ce que j'ai vu, des plus prolifiques en sciences. Oui. Et alors, en quoi est-ce une révolution? C'est parce que quand on parle de santé, on parle de changer ou de modifier le fonctionnement d'un organe, on compense avec des hormones synthétiques, c'est un peu comme si on force le corps à modifier certains de ses aspects de fonctionnement. Et là, on découvre en fait qu'il y a des cellules dans notre corps qui ont la capacité de simplement aller vers un organe, de réparer l'organe et de renouveler l'organe. Ce qu'on sait depuis toujours, on sait que la cellule est l'unité du corps, en fait. Et là, on découvre, en fait, qu'on a des cellules multipotentes dans le corps qui ont la capacité, comme ça, d'aller sans arrêt réparer le corps. Ça change toute notre compréhension de la médecine. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une cellule souche? Une cellule qui peut réparer ce qui ne fonctionne pas? La meilleure façon de définir ce qu'est une cellule souche, je pense que c'est de définir qu'est-ce qui n'est pas une cellule souche. Toutes les cellules du corps sont des cellules qu'on dit somatiques. Cellule d'un muscle va se contracter, cellule du pancréas va faire de l'insuline, la cellule de la rétine va réagir à la lumière. Chaque cellule est spécialisée, ne fait qu'une seule chose en termes de fonction et ne va à toute fin pratique jamais se proliférer. Donc à l'autre bout du spectrum, on a une cellule souche. La cellule souche ne fait rien et se prolifère durant toute la vie d'un individu. Elle ne fait rien en ce sens que son rôle, c'est dans sa capacité à se transformer en d'autres types de cellules, en toute fin pratique, presque tous les types de cellules du corps. Alors, notre corps est constitué essentiellement de cellules, et d'ailleurs au départ, ce sont deux cellules qui se mettent ensemble pour former un spermatozoïde et un ovule qui vont former des tas de cellules qui vont se développer et puis jusqu'à donner un être humain. En fait, qui vont former la cellule souche mère totipotente, c'est-à-dire la quintessence de la cellule souche, c'est la première cellule, qui, elle, peut devenir tout l'organisme entier. Et au fur et à mesure où le fœtus se développe, disons que les cellules se spécialisent et perdent cette aptitude à devenir tout, sauf une population relativement faible de cellules dans la moelle osseuse qui, elle, demeure comme banque de cellules un peu multipotentes pendant la vie d'un individu. Multipotence, ça signifie qu'elles ont plusieurs possibilités, ça, plusieurs pouvoirs. Alors on parle maintenant, donc, c'est tout nouveau, ça date de combien de temps? C'est des questions délicates parce que, en fait, ça date de 1998, quand pour la première fois, on est arrivé à faire croître en laboratoire des cellules souches embryonnaires humaines. Oui. Mais le concept de la cellule souche est connu depuis les années 60. Oui. Donc, ce qui est vraiment nouveau, c'est notre capacité à faire croître en laboratoire des cellules souches humaines et de là, appliquer ce pouvoir des cellules souches à la santé humaine. C'est ça qui est vraiment le nouveau dans tout le domaine. C'est ça la révolution. Ça avait été interdit, je crois, la loi avait interdit. Expliquez-nous ça, parce que je ne comprends pas très bien. Ce qu'on avait interdit, en fait, c'est les recherches ou l'utilisation de cellules souches embryonnaires. Et non pas cellules souches adultes. Et là, il y a une différence importante. Cellules souches embryonnaires sont des cellules souches qu'on extrait d'un embryon de 8 à 10 jours, qu'on appelle le blastocyste. Le futur fœtus. Voilà. Oui. Et donc, c'est des fœtus, des cellules qui étaient le plus souvent, en fait, à toute fin pratique toujours, qui étaient un peu rescapées, si je peux dire, de la fertilisation in vitro. Donc, il y a des embryons comme ça qui sont congelés. Quand une famille a terminé ses projets de développement familial, donc les fœtus restent congelés. Et il y a un moment donné où il faut les éliminer, sinon les congélateurs sont pleins d'embryons.
Donc, on les jette simplement au lavabo, on les jette à la poubelle, ou bien des chercheurs viennent et les utilisent. C'est ce que vous avez fait, vous? Non, nous, on n'utilise que les cellules souches adultes, c'est-à-dire les cellules souches présentes dans le corps d'un individu. Oui. Et à ce niveau-là, il n'y a jamais eu aucune controverse. La controverse a été dans l'amalgame, c'est-à-dire que la population, et souvent les journalistes, ne sachant pas qu'il y avait une différence entre les deux, on a pris les problèmes d'éthique avec l'utilisation d'un embryon humain, parce qu'on peut comprendre comment l'utilisation d'embryons humains peut amener au marché d'embryons humains. On voit où ça peut mener. Donc c'est là que les législations, c'est là qu'on a fait l'arrêt, si je peux dire. Au niveau des cellules souches adultes, aucun problème. Aucun problème, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous en faites de ces cellules souches? Vous qui avez cherché, qu'est-ce que vous avez trouvé? Racontez-nous. Ben, nous, ce qu'on a fait, qui est un peu différent de ce qui se fait dans le domaine, on pourra y revenir après, nous, ce qu'on a fait, c'est que, en travaillant avec différentes plantes, par hasard, on a découvert une plante qui provoquait la libération de vos propres cellules souches, de votre propre moelle osseuse. Et quand on augmente le nombre de cellules souches dans le sang, on augmente tout simplement le nombre de cellules souches disponibles pour pouvoir migrer vers les différents organes. Et qu'est-ce que c'est cette plante alors? C'est une plante, c'est une algue bleue qui s'appelle, donc son nom scientifique c'est l'Aphanisomennone floss aqua, donc en abrévé on dit l'APHA. C'est une algue, j'ai commencé à travailler avec cette algue-là en 1994 pour une compagnie qui vendait donc ce produit-là comme produit de santé aux États-Unis. Et vous travaillez dans un laboratoire En fait, au début, j'étais chercheur à l'Institut neurologique de Montréal sur la mémoire, sur l'épilepsie. Et comme cette plante avait aussi des effets au niveau de la concentration, donc cette compagnie m'a engagé pour faire les recherches. J'avais pas moi de laboratoire, on a développé un laboratoire, mais j'ai surtout travaillé avec des laboratoires externes. Donc toutes les recherches ont été faites dans des laboratoires externes. D'accord. Alors cette plante, cette algue bleue... Cette algue bleue... C'est par hasard que... c'est par hasard. J'ai été engagé par cette entreprise pour faire les recherches et les législations aux États-Unis, comme en France et ailleurs, obligeaient les corporations à avoir des données scientifiques pour faire des allégations. Donc c'est de là que c'est parti. Et en observant tout ce que les gens rapportaient comme bienfaits, c'était assez étrange de voir qu'on avait des bienfaits qui touchaient à peu près toutes les fonctions du corps humain, tous les aspects physiologiques du corps humain. Alors, comment une seule plante peut aider les muscles, le foie, le pancréas, la vision, la mémoire, le système nerveux, le cœur, le foie? Comment une plante peut en arriver à toucher tous ces organes? Donc, et on avait des cas vraiment indéniables. Donc, comment expliquer ça? On n'avait pas idée jusqu'à, vers 2000, les premières observations que des cellules souches de la moelle osseuse avaient la capacité de se transformer en cellules du cœur, en cellules du foie, en cellules du cerveau. Donc de là, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que si cellules souches de la moelle osseuse peuvent devenir des cellules du cœur, du foie et du cerveau, pourquoi pas de la peau, du pancréas, de la rétine et d'autres choses? Ce serait étonnant qu'elles seraient limitées qu'à ça. Et donc, ça a été le début de nos recherches sur l'effet de cette plante sur les cellules souches. Je reviens un petit peu en arrière. La thérapie cellulaire est utilisée essentiellement pour les maladies cardiaques, le cancer de la peau et le diabète. Là, il s'agit de cellules souches. Ça n'a aucun rapport avec l'algue bleue dont vous nous parlez. Les traitements au niveau des cellules souches vont bien au-delà du cœur, du cancer de la peau et du diabète. Mais c'est de ça dont on parlait, en fait, en termes d'emphase de ce qui se fait en France. Mais ça touche beaucoup plus que ça. C'est une autre approche. C'est l'approche plus traditionnelle qui consiste à extraire des cellules souches d'une source, qui peut être le cordon ombilical, qui peut être... Mais la plus courante aujourd'hui, ce sont les tissus adipeux ou votre propre sang. On extrait ces cellules, on en fait la prolifération, donc on tourne, je ne sais pas, on extrait 100 000 cellules, on les tourne en 12 millions, et ensuite on les réinjecte dans le sang ou dans le tissu en question, donc dans le cœur, ce qui est de plus en plus populaire et efficace, c'est de l'injecter directement dans la zone affectée du cœur. Ou dans le sang. Plusieurs groupes à l'international font simplement augmenter le nombre de cellules souches en circulation. Donc, c'est un peu l'emphase, le focus de ce qui se fait en termes de cellules souches. Nous, ce qu'on fait, on augmente le nombre de cellules souches, non pas à travers une injection, mais à travers des composés dont on a pu documenter leur effet en termes de mobilisation ou libération des cellules souches de la moelle osseuse. Alors, je n'ai pas compris votre phrase. Ce que d'autres équipes font, dans un environnement clinique, d'un point de vue conventionnel, c'est qu'on extrait des cellules souches d'une source
et on les réinjecte dans le sang. Oui. Donc, à la fin, ce qu'on a accompli, c'est une augmentation du nombre de cellules souches dans le sang. Nous, on augmente le nombre de cellules souches dans le sang, non pas à travers une injection, mais à travers la libération naturelle de vos propres cellules souches de la moelle osseuse, qui est un phénomène tout à fait naturel. Oui. Et alors, on peut soigner n'importe quelle maladie, n'importe quelle affection avec ce système? Je vais prendre votre question et je vais la retourner parce que on regarde souvent les problèmes de santé ou la santé sous l'angle des maladies. Mais si on regarde ça sous l'angle de la santé, la première question, c'est quel est le rôle naturel des cellules souches dans le corps, puisqu'elles sont là. Qu'est-ce qu'elles font? Et ce qu'on découvre en fait, c'est que les cellules souches, à tous les jours, migrent vers les organes, vers les tissus et font le réparage, le maintien des organes et tissus. S'il y a un problème majeur, arrêt cardiaque, par exemple, infarctus du myocarde, le cœur va provoquer avant tout une libération des cellules souches de la moelle osseuse, va ensuite appeler les cellules souches à migrer vers le cœur, et lorsqu'elles vont vers le cœur, elles vont réparer le cœur. C'est pour ça que quelqu'un, le jour de l'infarctus, est sur le lit de mort, et 3 mois après, la personne peut jouer au golf. Ce n'est pas une santé parfaite, mais il y a eu quand même une amélioration entre les deux. C'est une récupération naturelle qui se fait à travers le rôle des cellules souches. Donc, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'en augmentant le nombre de cellules souches dans le sang, on augmente ce phénomène naturel. Donc, qui peut avoir des impacts sur différentes maladies, mais de dire, est-ce qu'on va guérir certaines maladies, on tombe assez facilement un petit peu dans des allégations qui ne sont pas encore complètement prouvées. Mais on peut voir d'un point de vue population qu'on a une promesse avec ce qu'on voit au niveau des cellules souches qui est sans doute, je pense, le plus grand développement de l'histoire de la médecine. Mais on est encore dans le développement. Mais je pense que c'est vers ça qu'on s'en va. Alors parlez-nous de cette algue bleue. Vous la trouvez où, quand, comment? C'est une algue qui pousse à l'état naturel dans un lac en Oregon. Oh, uniquement là? Non, c'est une algue qui pousse dans plusieurs lacs à travers le monde. Le problème, c'est que c'est une algue qui pousse rarement, sinon jamais, en tant que monoculture. Et elle pousse toujours avec d'autres algues qui sont souvent des algues indésirables, impropres à la consommation. Donc, c'est le seul lac, ou dans des quantités, qui ne permettent pas vraiment d'en faire une récolte massive. Donc, c'est le seul lac connu aujourd'hui où on peut en faire une récolte massive. Il y a un autre lac, par exemple, le lac Winnipeg au Canada, où on retrouve cette algue-là en monoculture. Mais dans un lac qui fait quelque chose comme 300 km de long, 120 km de large. Donc, aussitôt qu'il y a un peu de vent, on peut avoir des vagues, des fois de 3-4 mètres de haut. Donc, c'est impossible d'en faire la récolte. La récolte ne se fait que lorsque l'eau est calme. Donc, il y a toute une série de conditions environnementales dans ce lac en Oregon, le lac Klamath, et qui en fait le seul lac où c'est possible aujourd'hui de faire ces récoltes massives. Et comment vous avez pu entrer en relation avec cette algue, alors de la trouver dans ce lac? Enfin, bon, l'histoire date de la fin des années 70 avec quelqu'un qui faisait la croissance contrôlée en piscine, la croissance de spiruline. Oui, et un jour, il a été son site de croissance ressemblait à un vaisseau spatial. Et donc, il y a un sénateur qui est un ancien astronaute qui avait été invité à visiter l'endroit. On a pris une photo, on a fait un petit article, c'est apparu dans un journal à Klamath Falls. Et là, il y a un avocat qui a lu l'article, qui a contacté Daryl Coleman, l'homme en question, qui lui a dit, si vraiment les algues vous intéressent, il y a le lac en face de ma maison est rempli. Et il lui a dit, bon, envoyez-moi quelques échantillons. Il lui a envoyé 4 gros barils de 200 litres d'algues. Quand Daryl Coleman a reçu ça, c'était, lui, 2 mois de récolte dans ces petites piscines. Ouais. Il faut que j'aille voir ce lac. Il est allé voir le lac et là, il a vu la quantité. C'est un lac qui fait à peu près 30 km de long sur 8 km de large. Et l'estimé, c'est que pendant les périodes de récolte, donc de juin à novembre à peu près, pendant les périodes de récolte, on a en moyenne à peu près 7000 tonnes d'algues qui est comme ça dans le lac. On a cherché à voir s'il y en avait dans d'autres lacs, sur d'autres continents. Plusieurs lacs à travers le monde contiennent l'algue, mais pas dans des conditions qui permettent d'en faire la récolte. Sinon, c'est une algue connue, c'est une algue qu'on a vue dans plusieurs lacs. On ne peut pas la cultiver? Plusieurs groupes ont essayé. Aucun groupe n'a eu du succès. Un seul groupe a eu du succès en Oregon, et ils ont développé un produit comme ça à mettre sur le marché. Le produit a été là pendant 1 mois ou 2.
aussitôt que la demande a augmenté, la capacité n'y est pas. C'est une algue, on n'en est pas arrivé à faire une croissance de masse de façon contrôlée. Quand je dis on, j'ai plusieurs go pour essayer. Oui. C'est une algue qui est très difficile à faire croître en laboratoire. Alors racontez-nous ce que vous en faites de cette algue. Eh bien, on la récolte, si je reviens à l'hypothèse de base qu'on avait, notre hypothèse était, si les cellules souches de la moelle osseuse, on se retourne en 2000, si les cellules souches de la moelle osseuse vraiment constituaient le système naturel de réparation du corps humain. Et là, au fil des années, on en est arrivé à la découverte qu'effectivement, c'est le cas. C'est le thème d'un livre que j'ai publié qui s'appelle « Le pouvoir insoupçonné des cellules souches », les cellules souches du corps humain. Vous l'avez apporté, non? Je ne l'ai pas avec moi ici, peut-être... Le dimanche... Le dimanche, il y sera. Voilà, oui, on en aura les gens pourront se le procurer. C'est ça. Et puis... J'ai l'impression qu'on va quand même nous l'apporter, là. Donc, c'est un livre quand même avec 400 références scientifiques. C'est une thèse très, très solide. C'est ce que les cellules souches font dans le corps humain. Et donc, nous, notre hypothèse, c'était, et si AFA, cette plante, cette algue bleue, supporte, soutient, stimule la libération des cellules souches de la moelle osseuse, et peut-être que ça peut expliquer comment ce produit peut en arriver à avoir tant de bienfaits sur la santé humaine. Donc et on a découvert qu'effectivement, c'est ce que cette plante fait. Donc, ça a été un petit peu nos recherches. Alors, le voilà, ce fameux livre, Christian Drapeau, « Le pouvoir insoupçonné des cellules souches » aux éditions de l'Homme. Alors, est-ce qu'on le voit correctement? Voilà, merci beaucoup, Sidney. Christian Drapeau, Le pouvoir insoupçonné des cellules souches. Et on pourra le trouver dimanche. On le trouve dans les librairies? Il est dans les librairies. J'ai oublié le nom. Il y a une librairie ici je pense, assez connue en Martinique. On m'a assuré que le livre serait à la librairie aussi, parce qu'on a aussi un nombre limité. Je pense que ce n'est pas la peine que je donne le nom de la librairie assez connue. Tout le monde la connaît. Christian Drapeau a obtenu un diplôme en neurophysiologie de l'Université McGill de Montréal en 1987, ainsi qu'une maîtrise du département de neurologie et de neurochirurgie. Bon, vous êtes bardé de diplômes, quoi, c'est ça, hein, dans le domaine des cellules souches, ce qui est intéressant, c'est que c'est tellement nouveau qu'on ne peut pas étudier en cellules souches. Tous ceux qui font des travaux en cellules souches viennent d'un autre domaine et tous par un moyen ou un autre, une raison ou une autre, se sont mis à s'intéresser aux cellules souches. C'est un domaine assez éclectique et intéressant. D'accord. Donc vous nous disiez, il ne s'agit pas de guérir une maladie, dire j'ai mal là et je vais faire ci, la petite algue bleue va me soulager. Il s'agit de voir la santé d'une autre manière. Écoutez, c'est sûr que la grande majorité des gens s'intéressent le plus souvent à la santé lorsqu'on l'a perdue. Donc, ça nous entraîne, d'un point de vue de société, à avoir un langage qui est presque toujours sous l'angle de la maladie. Et ce que j'aimerais amener comme nouvelle discussion, c'est qu'en découvrant le rôle naturel des cellules souches dans le corps, pour la première fois, on a vraiment une plateforme pour parler de santé. Parce qu'on le sait tous, entre santé optimale et la maladie, le diagnostic d'une maladie, il y a une vaste région grise dans laquelle on est considéré comme en santé, alors qu'on sait très bien qu'on n'a pas la mémoire qu'on avait, la vision qu'on avait, tout ça, mais on n'est pas malade. Oui. Mais on ne fait quelque chose dans le domaine de la santé que lorsqu'on est malade. Et là, quand on comprend ce que le corps fait pour se réparer, si on peut en arriver à maintenir ce système de réparation, à l'optimiser, et c'est ce qu'on voit chez les gens qui consomment nos produits, c'est que même sans maladie, les gens retrouvent une santé beaucoup plus optimale. Et donc, ça nous donne une plateforme pour pouvoir parler de la santé sous un tout autre angle. C'est ça qui m'intéresse parce que, quelque part, si on est là pour vivre, mieux vaut être en santé, quoi. Mieux vaut, oui, ça c'est sûr. Et puis, vieillir en santé voilà. aussi. Vous avez rencontré, il y a quelques jours, les médecins de Martinique. Vous avez fait une réunion qui était réservée aux médecins. Comment vous ont-ils accueillis et qu'est-ce qu'il en est ressorti, si ce n'est pas indiscret? Il faut comprendre que la majeure partie des médecins qui sont donc des médecins fonctionnels, en pratique depuis plusieurs années. Je fais une parenthèse juste avant. J'étais en voyage au Bénin en juin. À côté de moi, il y avait une jeune Québécoise et je commence à lui parler. Elle venait tout juste d'être diplômée en médecine. Alors, je lui ai posé la question. J'ai dit, et les cellules souches, on vous a dit quoi? Elle me dit, les quoi? J'ai dit, les cellules souches.
Ben, elle connaissait, mais elle connaissait parce qu'on lui avait parlé que c'était les précurseurs des cellules du sang, mais rien de plus. Alors même aujourd'hui, d'un point de vue académique, alors qu'il y a une littérature, mais c'est tellement prolifique la littérature au niveau des cellules souches, ça n'a pas encore traversé le fossé pour aller vers l'académique. Donc, quand on parle à des médecins et qu'on leur dit que les cellules souches peuvent devenir des cellules de différents organes, la première réaction, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Donc, il faut comprendre, et ce n'est pas une critique, hein, donc, toutes les conférences avec les médecins commencent de la même façon. Ils me regardent les bras croisés, ils regardent, et puis surtout... ouais, un air un peu méfiant. Et au fur et à mesure, on présente les données, mais il y a tellement de données. Et on présente indéniable, absolument indéniable. Les gens commencent à réaliser qu'il y a vraiment des découvertes qui se sont faites au niveau des cellules souches qui ont un impact au niveau de la médecine. Et à la fin... ben, on a des médecins qui viennent me voir et qui me disent mais on est tellement content d'avoir entendu parler de ça parce que finalement, ça donne une toute autre perspective à notre façon de traiter ou de concevoir la santé. Et c'est là, en fait, le but de ces conférences, c'est de voir que, mettons de côté le traitement, parce que, bon, c'est sûr que le traitement est impliqué dans toutes les discussions, mais pour la première fois, ça nous donne une autre façon de voir la médecine. Oui. Et ça va prendre des années avant que le changement se fasse. Oui. Mais je pense qu'on a pour la première fois cette plateforme vraiment de voir la santé d'une autre façon. Parce que il s'agit quand même d'une remise en question totale. Hein, totale. En fait, une remise en question en ce sens que, comme je le disais un peu avant... En général, les médecins n'aiment pas tellement. Hein, et c'est surtout, et je pense que c'est l'obstacle le plus grand, c'est surtout que de dire, dans un monde où la médecine consiste surtout à développer de nouveaux médicaments, de nouvelles méthodes, de nouvelles techniques sophistiquées qui nous permettent, en tant que grands chercheurs, grands médecins, grands intellectuels, quand je dis intellectuels, je ne dis pas de façon péjorative, des personnes qui ont des PhD, plein de travaux avec des brevets, etc., on arrive à aller modifier la santé d'un individu. Il y a une grande fierté académique dans tout ça. Oui. Et là, on prend du recul, on vous dit non, non, votre corps le fait depuis le jour où vous êtes né. On n'a qu'à supporter cette fonction naturelle du corps. Ça amène une certaine humilité qui est souvent pas présente dans le monde, je dirais, académique de la médecine, ou du moins pas assez présente. Et je dis ça avec beaucoup de respect, hein, beaucoup de respect des médecins et du corps médical. C'était pris comment? Quel genre de questions ils vous ont posé? C'est des questions de toute nature, mais souvent c'est des questions à savoir... La question la plus courante qui vient des médecins, c'est de nous dire, mais si tout ce que vous dites est vrai, pourquoi on n'entend pas parler? Oui, voilà. Et c'est une très bonne question qui est très compliquée à répondre parce que, comme tout grand phénomène de société, souvent... on trouve la réponse dans des petites habitudes de tous les jours qui culminent dans des politiques, qui culminent dans des grandes, je dirais, des grandes attitudes qui sont scellées sous des politiques académiques. Donc, par exemple, pourquoi on n'en parle pas davantage? Mais il faut comprendre que le domaine de la médecine est largement contrôlé, mais contrôlé, pas d'une façon négative, mais contrôlé par le pharmaceutique. Donc les médecins entendent beaucoup parler de nouveaux développements en médecine par les représentants des compagnies pharmaceutiques. Donc si on ne parle pas aux nouveaux étudiants de médecine de cellules souches, où vont les médecins, où vont-ils entendre parler de ça? Strictement, si eux s'intéressent au domaine et vont lire la littérature. Mais quel médecin a le temps de faire ça? Donc le phénomène de société fait en sorte que ils n'en entendent pas parler. Et on pousse ça un peu plus loin. Quand on réalise que les cellules souches permettent vraiment d'emmener une nouvelle médecine de demain, mais les traitements d'aujourd'hui sont faits comment? On prend une seringue, on extrait les cellules souches, on les fait croître dans un incubateur et on vous les redonne 3 semaines après, par exemple. Qui a fait des profits dans cette approche-là? Celui qui vend les seringues et celui qui a fait la méthode. Pas les labos. Il n'y a pas tous ces labos. Donc, ça emmène presque un conflit. Ça transforme toutes les... On ne va pas essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. C'est quand même... les laboratoires pharmaceutiques sont puissants, sont vraiment très puissants. Ils arrivent à faire des choses, à mettre sur le marché des médicaments dont on sait qu'ils sont pas bons ou des choses comme ça. Hein. Disons que c'est un peu... C'est une des raisons, si je peux dire, pour lesquelles on prend une approche très
sans bruit, si je puis dire. On ne parle pas les gens. On ne parle pas de maladie, on ne parle de rien de ça, on ne parle que de santé. Et on laisse les gens avoir leurs propres expériences. On trouve plusieurs médecins intéressés à documenter les bienfaits. On fait la documentation des bienfaits. On a publié certains de ces bienfaits. Mais on en reste à un niveau où on ne parle qu'à ceux qui sont intéressés à développer une santé optimale et à vraiment prendre soin de leur santé. Donc, on œuvre, si je peux dire, dans des démographies, dans des champs d'intérêt qui sont complètement différents. Et donc, ça reste complémentaire. Pas marcher sur leur plate-bande. Non, et puis je dirais même que ça serait difficile de marcher dans leur plate-bande parce que la médecine d'aujourd'hui regarde des approches, des médicaments, tout ce que la médecine fait, c'est toujours sous l'angle du diagnostic. On a un problème du cœur, on fait ça. Un diabète, on fait autre chose. Mais quand on a un produit, dysfonctionnement voilà. pour Alors que quand on a un produit qui fait quelque chose au niveau d'une fonction physiologique, on libère des cellules souches. C'est tout, hein, on ne fait rien de plus. Mais ces cellules souches qui ont été libérées vont naturellement aller vers le cœur, naturellement aller vers le pancréas, naturellement aller vers la peau. Donc comment est-ce qu'on peut documenter un produit qui a une fonction physiologique dans un monde où on documente les choses pour des problèmes? Supposons qu'on en fait une preuve, le produit est bon pour les problèmes cardiaques, par exemple. Alors, on ne peut plus l'utiliser pour les problèmes du diabète. À ce moment-là, il faut faire les recherches aussi pour le diabète, mais on ne peut pas l'utiliser pour les problèmes du foie. Alors, on rentre dans un domaine où les frais de recherche pour pouvoir prouver un produit pour tous les problèmes pour lesquels il pourrait être utile, ça devient impossible. Donc, on le garde strictement comme un produit de santé optimale, point. Et c'est que de ça dont on parle. On va revenir au produit, puisqu'il est commercialisé. Enfin, en tout cas, il y a des personnes ici en Martinique qui sont chargées de ça. Vous nous préciserez les choses. Mais à propos de cellules souches, on parle aussi de processus pour faire rajeunir des gens, la vie éternelle. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce domaine-là? Ça vous fait sourire? Ça me fait sourire parce que c'est évident quand on parle de cellules souches qui sont immortelles, de cellules souches qui réparent les organes. Donc, ça nous emmène évidemment à penser à l'immortalité. Malheureusement, je vais vous ramener à un terrain plus probablement pragmatique. C'est irrémédiable. Disons que je parlerai plus d'un vieillissement en santé. Oui. Je ne pense pas qu'on en arrive à l'immortalité. On va simplement en arriver à ce que le corps continue à se réparer jusqu'à ce que le corps ait atteint un état où il est plus fonctionnel et puis il faut le remplacer. Donc, je dirais plus de vieillir en santé, c'est plus ce à quoi on peut s'attendre avec une approche comme celle-là. Mais ce qui est important, hein? J'ai fait quelques recherches sur Internet et il paraît qu'il y a des labos privés qui proposent de conserver, de mettre en conservation les cellules donc les cellules souches des individus pour pouvoir les faire rajeunir et ça coûte 47 000 €. J'ai même vu le prix. Non, c'est du charlatanisme. Non. C'est juste qu'il faut voir qu'est-ce qu'on rattache au mot rajeunir. Oui. Je parlais plus de l'immortalité. Il faut voir que les cellules souches vieillissent aussi dans le corps. Donc, l'efficacité dans la cellule souche d'un enfant, enfin dans le cordon ombilical, par exemple, est différente de la cellule souche de quelqu'un qui a 60, 70 ou 80 ans. Le nombre diminue et leur capacité aussi diminue avec l'âge. Donc, on continue à se réparer durant toute notre vie, mais notre capacité quand même à se réparer diminue quand même avec l'âge, ce qui entraîne donc le vieillissement. On parle d'un vieillissement en beauté, si je peux dire, de mieux vieillir, mais il y a vieillissement quand même. Lorsque on conserve nos cellules souches jeunes, qu'on les extrait au moment de la naissance, par exemple, si un jour on nous réinjecte ces cellules souches, eh bien effectivement, ça va nous permettre de reconstruire, parce que les cellules souches, quand on les injecte dans le sang, elles s'en vont au niveau des organes, mais quand elles ne vont pas au niveau des organes, après quelques heures, elles vont au niveau de la moelle osseuse. Et donc, elles repopulent la moelle osseuse de nouvelles cellules souches jeunes. Donc, à partir... Repopulation. Je travaille en anglais depuis des années. Hein. Parfois, j'utilise quelques anglicismes. Je vous demande pardon. Mais donc quelqu'un peut retrouver au niveau de sa moelle osseuse des nouvelles cellules jeunes. Mais là où je vous dirais,
une discussion assez objective, c'est que ce n'est pas nécessaire que ce soit vos cellules souches. Vous pouvez aujourd'hui aller dans des labos qui vont vous injecter des cellules souches de cordon ombilical. Donc, vous n'êtes pas obligé d'investir 47 000 € pour congeler vos cellules souches et les conserver pendant des décennies avant de les utiliser. Vous pouvez utiliser, c'est déjà disponible dans différents labos à travers le monde. Et vous pouvez aussi avoir de grands bienfaits à libérer vos propres cellules souches aussi, avec des frais, mais de loin inférieurs à 47 000 €. Mais ce n'est pas un message qui est mensonger en soi. D'accord. Eh bien, on en vient à ce produit-là, cette petite algue bleue. Le produit est en fait un concentré de cette algue bleue qui concentre les composés actifs dont on a documenté. Ça se présente comment? C'est une capsule qui est verte, en fait, parce qu'elle est faite de produits à majeure partie verte. L'algue bleue est verte. Donc, c'est une capsule, et puis 2 capsules qui est à 1 gramme de ces extraits libèrent environ 3, 4, 5 millions de cellules souches nouvelles qui vont circuler suivant la physiologie normale des cellules souches, c'est-à-dire elles vont circuler entre 6 minutes à 6 heures, migrer vers différents organes, et si elles ne trouvent pas d'organes comme ça à les réparer, elles retournent à la moelle osseuse. Et donc, on peut faire ça quelques fois par jour, et on peut voir rapidement comment, en libérant comme ça plusieurs millions de cellules souches, comment le corps peut, au fil des semaines, quand même trouver un effet de rajeunissement, ou je dirais un effet de renouvellement. Parce que c'est un phénomène de renouvellement. Ce qu'on a découvert, c'est ça une des plus grandes découvertes, je pense, à mon avis, une des plus grandes découvertes récentes, c'est que quand on observe, par exemple, des femmes qui ont une leucémie, et on injecte, ils reçoivent une transplantation de moelle osseuse d'un homme. Donc, toutes leurs moelles osseuses sont faites de chromosomes Y. Contiennent le chromosome Y. Donc, au fil des années, si c'est vrai tout ce phénomène-là, on devrait voir au fil des années une augmentation du nombre de cellules de différents tissus qui contiennent le chromosome Y. Oui. Donc, quand certaines de ces femmes décèdent et qu'on doit faire une autopsie, des scientifiques se sont dit, allons voir ces banques de tissus et comptons le nombre de cellules qui contiennent le chromosome Y. Et on a découvert à travers ce genre d'études et plein d'autres études que d'une façon générale, effectivement, le corps humain se renouvelle constamment et chaque tissu se renouvelle à un rythme différent. On a un nouveau pancréas tous les 4-5 ans, un nouveau poumon tous les 4-5 ans, nouveau foie tous les 2-3 ans. Donc, c'est pas étonnant. Ce serait beaucoup plus étonnant de se dire qu'à 60 ans, on a une guenille de 60 ans, ou 70 ou 80. Ouais. Non, sinon, ça ne tiendrait pas le coup. Donc, on a ce renouvellement constant, ça tombe tellement plus sous le sens de voir qu'on a ça. Et ça vient des cellules souches. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de supporter ce processus de réparation quotidien du corps humain. C'est ça, je pense, la plus grande découverte. On se répare sans arrêt à tous les jours de notre vie. Si on peut aider ce processus, ce serait la meilleure chose qu'on puisse faire pour la santé. C'est la meilleure chose. C'est la meilleure chose. L'exercice, l'exercice physique intense libère les cellules souches. Le stress prévient la capacité des cellules souches à proliférer et à migrer dans les tissus. La cigarette prévient la prolifération des cellules souches. Le sommeil profond favorise la prolifération des cellules souches. Donc, on voit déjà se pointer à l'horizon que les recherches nous disent que déjà plein de choses dont on sait que c'est bon pour la santé a un effet au niveau des cellules souches, ou c'est pas bon pour la santé, a un effet néfaste au niveau des cellules souches. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire comme ça pour se garder en santé, et on a découvert des composés naturels qui favorisent la libération, ou la circulation, ou la migration des cellules souches. Ayant découvert un peu ça, on en a fait un peu la mission de notre entreprise, c'est ça. Très bien. J'ai vu quelqu'un que je connais qui a expérimenté vos produits juste avant l'émission, qui m'a dit... il témoigne, hein, c'est formidable. Vous aurez dimanche, enfin samedi et dimanche, des gens qui vont témoigner, qui vont apporter leur... oui. Ah oui, je vous dirais que une de nos tâches les plus importantes, c'est de pacifier les personnes qui ont des histoires, parce qu'il faut toujours leur dire... Vraiment, on garde un message de maintien de santé, mais on a des résultats. Quand vous dites pacifier, c'est-à-dire les freiner un peu parce qu'ils sont tellement enthousiastes. Oui, si on les écoute, tout le monde en chaise roulante va pouvoir mettre de côté leur chaise roulante et courir un marathon. Donc, il faut souvent
un peu contrôler ça. Il faut les freiner. Mais oui, effectivement, le produit est en vente dans 24 quelques pays et partout où on va, on a des résultats. C'est en vente en France? C'est en vente en France, bien sûr. Parce que je ne sais pas, hein, c'est quand même surprenant de n'avoir jamais entendu parler de ça. C'est la conséquence, je pense, de l'attitude conservatrice qu'on a pris depuis le début, de ne pas faire d'allégations qui vont au-delà de ce que le produit fait. Le produit ne guérit rien, le produit ne fait rien d'autre que de supporter le phénomène naturel de réparation, de renouvellement des tissus naturels. On s'en tient qu'à ça. Donc, ça diminue un petit peu, je peux dire, la rapidité du développement, mais au moins, ça reste crédible, ça reste fort, et puis ça reste dans ce que les législations permettent. Alors, le traitement, il se fait sur quelle longueur de temps? Enfin, le traitement, je ne sais pas si je peux l'appeler comme ça. Déjà, vous voyez, voilà. Je m'en suis rendu compte en le disant. On prend ce produit pendant combien de temps? Est-ce que c'est ad vitam aeternam? On va le prendre jusqu'à sa mort? Voilà, 2 réponses à votre question. C'est différent pour chaque personne. Donc, il y a des personnes qui peuvent prendre ces capsules, ces gélules, et en 2-3 jours, commencent à avoir des bienfaits. Il y en a d'autres, ça va être après 2-3 mois. Donc, c'est vraiment différent pour chaque personne. Mais la question la plus importante, c'est que, et juste avant de répondre à la question, je fais une petite parenthèse. Quand on découvre justement qu'il y a ce renouvellement naturel des tissus, dans un monde où l'explication du développement des maladies, c'est la perte des cellules. Je perds les cellules qui font l'insuline, j'ai le diabète. Je perds les cellules de la rétine, des urgences maculaires. Je perds la cellule qui fait la dopamine au cerveau, Parkinson. Toutes les maladies dégénératives sont causées par la perte d'un type de cellule. Mais quand on réalise qu'à tous les jours, on répare les tissus, donc à la fin, les maladies ne sont pas causées par une perte de cellules, c'est par une perte de l'équilibre entre perte et renouvellement. Donc, c'est hyper important parce que finalement, ça nous donne une toute autre méthode pour maintenir la santé, c'est d'appuyer, de soutenir ce phénomène de réparation. Donc, quand on sait ça, si d'aider les cellules souches nous a amené à retrouver la santé, pourquoi arrêter une fois qu'on a fait ça? Donc, pendant combien de temps on les prend? Quand on comprend de quelle façon on perd notre santé, ben on fait ce qu'on peut pour maintenir la santé. Donc, je pense, moi, c'est quelque chose... Je suis en santé et je prends ces produits tous les jours. Oui. Okay. C'est à la portée de toutes les bourses? C'est la raison pour laquelle on a... Oui, je crois que oui, hein, c'est dans la moyenne de prix qui se fait en termes de suppléments alimentaires, mais on a développé un système de réseau qui est par référence, qui permet à chacun de se trouver des consommateurs, ce qui va leur permettre de payer leurs propres produits. Donc, on a développé un système de distribution qui fait en sorte que chacun a la capacité d'avoir ses produits gratuits. Comment ça, gratuit? Non, je veux en venir, c'est que c'est un système de distribution par référence, par paliers multiples. C'est un système de distribution où, si vous trouvez des consommateurs, donc quand eux achètent des produits, vous pouvez vous générer des commissions. Et donc, vous pouvez vous générer des commissions qui vous permettent d'acheter vos produits. Donc, mais tout le monde ne veut pas être distributeur de produits. Non, attention, on donne la capacité, on donne l'opportunité. Sinon, vous ne faites qu'acheter des produits comme consommateur. Ça s'arrête là. Et comment les choisissez-vous, vos distributeurs? Il y a des critères particuliers? Pas du tout. Non. Si vous êtes intéressé à prendre des produits, vous êtes intéressé à vous générer des revenus pour vous payer vos propres produits, vous êtes le bienvenu. Il y en a beaucoup en Martinique? On en a beaucoup. Hein. On est rendu à presque 1% de la population, je crois. On est quoi, 4000 quelques? Ah bon? Ou près de 4000, quelque chose comme ça. Consommateurs et distributeurs en général. Ah bon? Je croyais que vous parliez distributeurs, 1000 quelques. Ouais. Ah bon? Non, on a un succès vraiment intéressant en Martinique. Ouais. Puis on en parle sur Facebook, aussi sur les réseaux sociaux. Oui. Des équipes comme ça de distributeurs très fortes en Martinique. Ceux qui voudraient même l'utiliser pour s'en développer un business, vous avez un support ici en Martinique qui est impressionnant. Ouais. Dans quel autre pays êtes-vous installé à part la France et les colonies? Ben, en Europe, on est en France, on est en Espagne, on est en Allemagne, on est en Angleterre, en Bulgarie. À partir d'octobre, je crois, on ajoute l'Italie, le Portugal, l'Irlande, l'Autriche, j'en passe quelques-uns. On est au Canada, les États-Unis, Mexique, Colombie, Équateur. Alors l'Afrique et l'Asie? L'Afrique, on est